Bonjour à tous et bienvenue dans le 7ème des 10 bilans en 10 jours consacré à une équipe qui a cette année gagné 4 fois plus que sur les 2 saisons dernières réunies, mais qui n'a pour autant pas solutionné ses problèmes. Pour la dernière d'Hamilton, Mercedes nous a encore offert une saison remplie de paradoxes. Je pense que sur beaucoup de points, ils auraient aimé que cela se passe différemment. Donc aujourd'hui, on va tenter de faire le bilan posé d'une saison quand même assez illisible. Après avoir connu un moment très difficile au début de la nouvelle réglementation, Mercedes avait terminé 3e en 2022, puis 2e en 2023 à 3 points de Ferrari. Le problème fondamental du concept n'avait pas été complètement réglé, mais la pente allait dans le bon sens. Et du coup, en 2024, on espérait qu'ils puissent mettre enfin derrière eux tous les soucis au niveau de la voiture et qu'ils redeviennent, si ce n'est pas des candidats directement au titre, au moins une force constante derrière Red Bull. Mais par-dessus tout, l'objectif que j'avais conservé pour eux lors de cette saison, c'était d'être, je cite, courageux et inspiré, comprenez, faire enfin des choix tranchés, des choix clairs et donc des choix gagnants, puisque depuis 2 ans, la principale chose que je reprochais à Mercedes, c'était qu'ils étaient dans un espèce d'entre-deux qui en Formule 1 est toujours une situation assez mortelle. Ils n'arrivaient pas à se décider, notamment sur le concept, ça se voyait aussi dans les stratégies, et voilà, je voulais que ce soit le gros truc qui change cette année, et nous aussi les concernant, on n'arrivait pas franchement à se décider. Ils étaient très durs à appréhender puisque c'est le top team dont les pronos sont les plus éparpillés. 35% pour P4, 47% pour P3, 20% pour P2 et 6% de P1. Personnellement, je les avais mis 2e, comme du coup 20% d'entre vous. Le côté pilote, à l'image d'un Alonso ou d'un Verstappen, difficile de poser des attentes claires et précises sur un pilote comme Hamilton, dont on connaît tous la valeur évidemment et qui n'a plus rien à prouver ou à aller chercher, mais cette saison était particulière, déjà car depuis 2022, il subit sa Mercedes capricieuse et le duel avec Russell est très serré, et aussi surtout parce que l'an prochain, il allait rejoindre Ferrari, du coup il fallait finir en beauté, aller chercher des derniers résultats et des derniers souvenirs forts pour terminer sans regret, sans amertume. Russell, lui, s'en sort plutôt très bien sur les 2 dernières saisons, mais il nous avait un petit peu déçus en 2023, et à l'aube de devenir la référence de l'équipe avec le départ prochain d'Hamilton, eh bien, il devait hausser le niveau pour ne plus laisser aucun doute, pour prouver à Mercedes qu'une fois Hamilton parti, eh bien oui, elle avait toujours un numéro 1. C'était vraiment important pour lui dans cette saison de prouver qu'il pouvait s'affirmer, qu'il pouvait mettre le point final sur son CV, qu'il pouvait valider le fait qu'il était prêt pour prendre la relève. S'il avait été dominé par Hamilton, ça allait mettre clairement du doute sur lui et ça allait aussi influencer le choix de Mercedes quant au prochain pilote qui allait l'accompagner à partir de 2025. Bref, pour toutes ces raisons et aussi pour 2023 qui avait laissé quelques petites zones d'ombre, pour moi Russell était un des pilotes qui entrait dans la saison 2024 avec le plus de pression. Malheureusement, dès Bahreïn, Mercedes se prend une petite claque de réalité puisqu'alors qu'elle espérait avoir trouvé la solution avec notamment de gros résultats sur la fin de saison 2023, Russell est à 46 secondes de la victoire et 20 du podium. Les flèches d'argent commencent du coup par se battre avec Alonso et les McLaren, preuve en soi Jeddah où Russell est 6e derrière Piastri et Alonso et où Hamilton est 9e derrière Norris. En Australie, le Britannique échoue en Q2 et voit son moteur lâché dès le 15e tour pendant que Russell est une nouvelle fois bloqué dans l'aileron arrière de Fernando Alonso au 7e rang seulement avant, on le sait, cet énorme accident en fin de course où il se fera une énorme frayeur. Donc, du coup, c'est un 0 pointé pour Mercedes, ce sera le seul 0 pointé de la saison qui illustre entre guillemets le chemin qu'il reste à parcourir. Le Japon est dans le même ton que le début de saison puisque Russell se retrouve 7e derrière qui ? Derrière Alonso pendant qu'Hamilton est 9e juste aux alentours de Piastri. Toutes les courses se ressemblent pour l'instant. La première éclaircie arrive en Chine où Hamilton part 2e du sprint et pensait même pendant quelques instants tenir la pole de ce sprint. Il va mener quelques tours de ce sprint et terminer 2e, ce sera le premier podium entre guillemets de la saison, mais comme souvent pour Mercedes, retour sur terre quelques heures plus tard puisqu'Hamilton est éliminé en Q1 pour la partie Grand Prix. Il remontera à la 9e place tandis que Russell ne peut rien faire de mieux que 6e. À ce moment-là, Mercedes a déjà 2 fois moins de points que McLaren, 3 fois moins que Ferrari et 4 fois moins que Red Bull. Voilà, c'est déjà dur au bout de 5 courses. Nouveau coup dur à Miami pour Hamilton qui se rate au départ du sprint, se bat ensuite avec Tsunoda et Magnussen avant de prendre 20 secondes de pénalité, pendant que Russell, lui, n'est que 12e de ce sprint.
La partie Grand Prix est quand même bien meilleure, mais ça reste une 6e place au mieux derrière les 3 top teams, et ce sera exactement pareil à Imola puisque les 2 voitures sont totalement esselées en 6e et 7e position, et ce sera exactement pareil aussi à Monaco, Russell 5e, Hamilton 7e, voilà. Mercedes est une 4e force, très seule. Mais il va y avoir un réveil surprise au Canada avec la pole de George Russell qui a d'ailleurs réalisé exactement le même temps que Verstappen pendant qu'Hamilton lui se qualifie 7e, une tendance de retard et d'erreur en qualification qui va se confirmer sur la longueur de la saison. George va garder la tête du Grand Prix jusqu'à ce que la piste sèche avant de faire des petites erreurs qui vont peut-être le priver d'un meilleur résultat que sa 3e place devant Hamilton, mais au moins Mercedes semble un petit peu revenu. Sauf qu'en réalité, ce sont les températures très fraîches qui ont totalement avantagé la W15, qui ont gonflé son niveau, puisqu'on le voit ensuite en Espagne, les 2 voitures sont certes 3e et 4e, mais à 20 secondes de Red Bull et McLaren avec qui elles se battaient le week-end précédent. En fait, c'est juste qu'en Espagne, il y a un passage à vide de Ferrari. En Autriche, on retrouve finalement la même situation puisque Russell se bat avec Sainz tout le week-end pour une place qui aurait été sûrement la 3e, voire la 4e, en l'absence aussi de Piastri et de Leclerc qui se sont accrochés au début du Grand Prix, tandis qu'Hamilton lui suit un petit peu derrière. Et que on a encore une fois Norris et Verstappen qui sont loin devant, mais voilà, ils vont s'accrocher, et c'est Russell qui, après un week-end vraiment très performant, va récolter les fruits semés par les 2 leaders du classement, et donner à Mercedes sa première victoire de la saison, non sans une frayeur signée Toto à la radio. Un petit miracle qui, on va pas se mentir, récompense beaucoup plus la persévérance de l'équipe et notamment de Russell, plus qu'une éventuelle amélioration de la voiture. Mais voilà, à la surprise générale, ça va bien se passer aussi du côté de Silverstone, puisque Russell est en pole devant Hamilton. Les flèches d'argent vont à un moment donné mener les 18 premiers tours. Puis ça va s'écrouler puisque les 2 McLaren vont passer devant et la voiture de Russell va soudainement lâcher. Mais Hamilton, lui, il ne va pas lâcher et il va voir les McLaren se voir offrir 2 stratégies complètement catastrophiques qui vont lui redonner la première position. Ça se met vraiment à sécher, Verstappen revient, mais finalement ça tient pour 1 seconde et demie, si je me souviens bien. Et donc, après une énorme performance, Lewis Hamilton s'impose à Silverstone avec Mercedes pour sa dernière saison. Un symbole complètement fou. Personnellement, je le dis, c'est mon moment sport de l'année 2024. Faut peut-être que je creuse un peu la question, peut-être pour en faire un top 10. Il y a aussi les JO, il y a plein de trucs, mais voilà. D'instinct, c'est le premier truc dont je me souviendrai de 2024 sur la planète sport. C'est Hamilton en larmes dans les bras de son père à l'arrivée. C'est la plus belle victoire en termes d'émotion. La performance aussi était folle. Voilà, je ne vais même pas m'étaler parce que je pense qu'on est tous bien au courant de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ça restera à jamais dans l'histoire de la F1, c'est clair et net. Mais reprenons le fil et malheureusement, la Hongrie montre bien que ce sont encore une fois les conditions particulières et froides de Silverstone qui ont sublimé la W15 puisque comme en Autriche, McLaren et Red Bull sont loin devant et en plus Ferrari a un petit peu de mal. Du coup, Hamilton arrive à arracher un podium après l'erreur de Verstappen, mais la vérité c'est que Mercedes ne joue pas devant. Malgré tout, il va y avoir Spa, qui reste là aussi un ovni de cette saison. Correctement placé en qualif, Hamilton voit Verstappen prendre une pénalité moteur, double Pérez au départ, puis est plus rapide que la Ferrari de Leclerc. Il va alors jouer la victoire et n'être menacé que par Piastri et Russell, qui eux peuvent tenter la stratégie à 2 arrêts, ce qu'ils font. Russell remonte, passe, gagne, double Mercedes, c'est vraiment un résultat absolument incroyable. Malheureusement pour George, la voiture sera disqualifiée parce que le poids n'était pas conforme. Alors difficile de savoir à quel point ça a joué sur sa performance, mais en tout cas c'est un doublé qui s'envole et une victoire qui revient finalement à Lewis Hamilton. Il en aura pris 2 cette saison, 2 dernières avec Mercedes et du coup ce sera bien Spa, sa dernière. Malheureusement, les conditions particulières et sa déception légitime à l'arrivée, puisqu'il était 2e sur la ligne, gâchent un petit peu ce moment qui aurait dû être la belle dernière, quoi. On se souviendra quasiment que de Silverstone. Et après Spa, c'est déjà quasiment la fin du positif pour Mercedes, puisqu'après la trêve, Ferrari règle ses soucis et rejoint le groupe de tête. Les conditions de course vont aussi se normaliser. Du coup, Mercedes redevient une 4e force esselée. C'est vraiment le mot que j'ai le plus utilisé sur eux cette saison.
7e et 8e à Zandvoort, 5e et 7e à Monza quand Red Bull s'écroule vraiment, puis très très loin à Bakou où Hamilton part dernier après avoir modifié sa voiture sur parc fermé et il n'aurait pas marqué de points s'il n'y avait plus l'accrochage entre Sainz et Perez à la fin. Il était devancé par les Williams. Russell, lui, ne pouvait pas faire mieux ce week-end. Il est venu à bout de Verstappen et récupère finalement une 5e place qui s'est transformée en une 3e après le crash. Mais voilà, ça ne change rien par rapport à avant. La réalité pure du terrain sportif, elle est déprimante pour Mercedes. Petit espoir à Singapour après que Piastri et Ferrari aient raté leur qualification, mais la stratégie proposée à Hamilton flingue totalement sa course et la différence de rythme avec les McLaren et les Ferrari fait peur, puisque Norris va gagner avec plus d'une minute d'avance sur la première Mercedes, que Piastri et Leclerc vont complètement remonter et les déposer. Voilà. La saison est certes à ce moment-là déjà morte, mais ça fait mal, quoi. La réalité est claire. À Austin, un nouveau package est amélioré, mais au lieu d'apporter des solutions, il complexifie encore plus la voiture. Les pilotes se font de multiples frayeurs. Russell se sort en qualification, Hamilton est éliminé en Q1, puis part en spin dans les premiers tours, ce qui ne lui est quasiment jamais arrivé de sa carrière. Et voilà, même si Russell, qui partait des stands, est 6e, il est à 1 minute de la victoire. Scénario similaire au Mexique avec une voiture par moment folle, Russell se crache d'ailleurs violemment en essai et en course l'équipe est encore dans un no man's land. 4e et 5e sur le papier, c'est pas mal, mais c'est parce que Piastri et Verstappen se sont éliminés tout seuls, l'un en qualif, l'autre avec des pénalités. En réalité, encore une fois, si on prend l'écart des secondes, la première Mercedes est à 45 secondes de Sainz vainqueur. Sur le sec, dans le sprint du Brésil, rien de nouveau. D'ailleurs, Hamilton ne marque pas de points. Mais sur la pluie, le dimanche, un Russell irréprochable se distingue vraiment encore une fois puisqu'il est 2e sur la grille, prend la tête et aurait pu peut-être même aller jusqu'à s'imposer ou à minima être sur le podium si l'équipe l'avait écouté puisque lui voulait rester en piste. Il a vraiment manqué de chance ce jour-là et il méritait bien mieux que sa 4e position. Pendant qu'Hamilton, lui, commence vraiment à inquiéter sur cette fin de saison et être vraiment dans le dur, puisqu'il a été éliminé en SQ2, il a été éliminé ensuite en Q1, il fait une course cauchemar avec des erreurs, il se bat avec les rookies Colapinto et Bierman, et à la fin arrache un point de la 10e position. Voilà, on a atteint à ce moment-là, je pense, peut-être le summum des galères d'Hamilton cette saison. On comprend que voilà, la fin elle est longue, douloureuse et inutile puisque Mercedes ne joue rien et qu'en plus le dernier package d'amélioration l'a encore un petit peu plus déconnecté d'une voiture qu'il avait déjà du mal à aimer de manière assez logique. En plus, voilà, très clairement, l'accent est peut-être mis sur Russell également. Et pourtant, dès que la voiture joue quelque chose, il est là. Preuve à Vegas où encore une fois les températures froides vont complètement dérégler la hiérarchie en la faveur de Mercedes. Clairement Mercedes a survolé le week-end, était largement plus forte et a d'ailleurs fait un doublé. Malheureusement pour Hamilton, ce n'est pas lui qui a gagné puisqu'il a fait 2 erreurs dans ses 2 tours de Q3, est parti 10e. Alors certes il remonte 2e, il avait un rythme de feu, mais bon, sans une mauvaise qualif, je pense que c'est la victoire qu'il rapporte à la maison et pas la P2. Russell, lui, à ce moment-là, continue vraiment sur sa perfection et empoche la pole et la victoire à Vegas avant d'être absolument parfait également du côté du Qatar. 3e dans le sprint, il ne peut pas faire mieux. 4e en course après un très bon premier relais et une stratégie foirée, donc ça franchement c'est pas mal. C'est très fort, encore une fois, surtout quand on voit le calvaire vécu par Hamilton qui est derrière dans le sprint, qui est auteur d'un faux départ, qui est certes malchanceux avec la crevaison qui lui flingue sa course, mais qui avait un rythme en dessous, qui n'arrivait pas à doubler Perez, qui est ensuite pénalisé pour avoir oublié d'enclencher le pit limiter dans les stands, qui à un moment donné veut peut-être même aller jusqu'à abandonner, bref, une horreur. D'ailleurs, comme un symbole, sa dernière qualification avec Mercedes est gâchée par ce fameux cône mis sur la piste par Magnussen, mais pour sa dernière course, et ça va finalement illustrer sa saison et la différence entre ses qualifs et ses grands prix, il va offrir une remontée magnifique avec une parfaite stratégie, une parfaite conservation des gommes, va aller chercher la 4e place à Russell à quelques virages de l'arrivée pour un dernier dépassement complètement symbolique avant ces fameux donuts. Voilà, une image exceptionnelle pour clôturer finalement son histoire avec Mercedes, mais d'un point de vue très pragmatique dans ce bilan, clôturer aussi une saison qui aura été galère pour Mercedes, qui aura certes gagné 4 fois, mais qui selon moi ce sera quand même largement raté. Comme je le disais, voilà, sur le papier, 4 victoires, on pourrait se dire que utiliser le mot échec pour une telle saison, c'est vraiment sévère, mais voilà, pour moi je ne trouve pas, et c'est vraiment le terme que je vais utiliser, parce que pour moi, ces 4 victoires, bravo, mais elles ne représentent absolument pas le niveau de Mercedes cette année. Celles de Ferrari, par exemple, qui n'en a qu'une de plus, sont beaucoup plus significatives, et là, celles de Mercedes, elles sont clairement circonstanciées.
Leurs bonnes performances et a fortiori leurs victoires sont extrêmement liées aux températures fraîches et non pas au niveau intrinsèque de leur voiture dans des conditions normales. Il n'y a qu'à voir Las Vegas où d'un seul coup ça a marché sans que personne ne comprenne. Et aussi 3 de leurs 4 victoires sont dues aux soucis connus par les autres. Le choc de McLaren à Silverstone, l'accrochage entre Norris et Verstappen à Spielberg où Russell hérite totalement de la victoire. Et on peut aussi citer la pénalité pour Max et l'erreur stratégique pour Piastri à Spa. Bravo à eux, hein. Encore une fois, c'est eux qui ont été peut-être les meilleurs ce jour-là, ou qui en tout cas ont concrétisé. Mais pour moi, ces victoires sont des trompe-l'œil. Jamais Mercedes n'a été la meilleure vraiment complètement. Et d'ailleurs, j'ai même envie d'aller plus loin et dire que leur bonne période, au cœur de l'été, est un petit peu un trompe-l'œil elle-même à elle toute seule, puisque finalement, entre les températures, l'effet de course, le déficit temporaire des autres, avec Ferrari qui à ce moment-là a un passage à vide, et Red Bull qui commence à décliner, pendant qu'en plus McLaren multiplie les erreurs, eh bien Mercedes a plus brillé que ce qu'elle n'aurait dû à mon sens, et la réalité de leur saison, ce n'est pas ça. La réalité, ce sont 2 places de perdu au championnat où jamais ils n'ont lutté, ne serait-ce que pour évidemment le titre, mais même la P2 ou la P3. On a toujours compris qu'ils allaient finir 4e. Au bout de 5 Grands Prix, c'était plié. Il y a 4 victoires, mais il y a seulement 9 podiums, 2 fois moins que toutes les autres top 10. La réalité, c'est que Mercedes a été la 4e force très claire de cette saison. J'ai calculé 2 petits faits rapides pour aider à vraiment le situer, et qui selon moi rendent plus justice à leur vraie saison que les 4 victoires. À la régulière, sur 48 arrivées et occasions possibles, une Mercedes n'a devancé une Ferrari que 12 fois. C'est une énorme différence, et ce alors que la Scuderia a eu, on l'a dit, 4 ou 5 week-ends sans, et 13 fois sur 24, la meilleure Mercedes à l'arrivée était à plus de 30 secondes de la victoire. Voilà, 13 fois sur 24, il y a plus de 30 secondes de retard sur la victoire, et encore, c'est une stat embellie par les quelques courses où il y a eu une safety car dans le dernier tiers, etc. etc. C'est au bas mot, quoi. Ça vous donne une idée finalement du retard qu'ils ont eu. Et le plus gros problème, c'est qu'encore une fois, comme en 2022, comme en 2023, et peut-être même encore plus cette année, ils n'ont rien construit. Ils n'ont pas compris grand-chose dans le fond de leurs problèmes. On le voit au fait que la dernière évolution à apporter a, entre guillemets, empiré l'état de la voiture, et que contrairement aux dernières saisons, il n'y a pas une fin de saison vraiment en fanfare qui donne de l'espoir pour la suite. Alors certes, il y a eu Vegas et c'était pas mal au Qatar, mais voilà, on voit Abu Dhabi, c'est dans les mêmes eaux que les courses d'avant. Et voilà, le constat, il est assez dur. On voit même maintenant que McLaren et Ferrari ont un, voire plusieurs trains d'avance sur la voiture, sur l'état de l'équipe, sur plein de choses. En plus, Ferrari vient de leur piquer Hamilton. Voilà, pour moi, pour toutes ces raisons, et notamment ce départ aussi, qui est intervenu dès le mois de février, pour moi, c'est une saison qui est dure, qui est déprimante pour Mercedes. Certes, il y a 4 victoires, mais c'est dur, et j'ai peur malheureusement que la saison 2025 doive aussi passer par quelques moments difficiles. En réalité, la seule chose vraiment positive et sur la longue durée pour Mercedes cette saison, eh bien, ça a été George Russell, sorti de 2-3 moments moins bons, comme les petites erreurs de la course au Canada, comme Miami, Budapest ou Monza, et bien sur tout le reste, il aura été absolument parfait. Il a très clairement dominé un Hamilton à la situation particulière, bien plus d'ailleurs que ce que le classement par points ne le laisse croire. Je vous laisse regarder le petit comparatif sur le côté, c'est assez évident. Clairement pour moi, il a validé l'objectif qu'on lui donnait au début de la vidéo, c'est-à-dire rassurer par rapport au fait que l'an prochain, il sera le numéro 1. Voilà, on entre l'an prochain, sans doute vis-à-vis du fait qu'il va mener Mercedes. Il sera le leader à côté du rookie Antonelli, et ça n'effraie absolument personne quand on voit Vegas, le Brésil, le Qatar, Bahreïn, Barcelone, l'Autriche, Spa ou Bakou. Voilà, il a été absolument sensationnel, et le reste du temps, il n'a rien laissé, fait très peu d'erreurs, était quasi parfait. Je trouve même qu'il a progressé dans le combat et dans sa capacité à jouer les hautes positions. J'ai l'impression qu'il a pris un peu du mordant, de l'agressivité, du vice, dans le bon sens du terme, lui, pour le coup, et que les quelques fois où il s'est retrouvé en position d'obtenir quelque chose de grand, même si c'est la qualif à Silverstone, la course à Vegas, des choses comme ça, il a été parfait, il a piqué au bon moment, sauf au Canada. Donc franchement, là-dessus, je suis vraiment satisfait de sa part, et je pense qu'il va être un adversaire plus que coriace si un jour il a la voiture pour se battre avec les meilleurs, avec les Norris, les Leclerc, les Verstappen qui se sont disputés des victoires cette saison. Le jour où Russell va entrer dans la danse, je pense qu'il sera redoutable. Constat évidemment complètement différent pour Hamilton, et d'ailleurs bien plus dur à faire. Il faut déjà dire qu'il a su sortir quand même des performances mémorables cette année. Silverstone évidemment, Spa, Barcelone, Budapest, Monza, le dimanche de Vegas, Abu Dhabi. Voilà, il y a quand même des choses bonnes. Même dans une saison marasme, cauchemar, il a su sortir des moments énormes.
D'ailleurs, sur la fameuse bonne période de Mercedes, on va dire du Canada à Spa, il a 8,1 de moyenne générale. Et voilà, clairement, on a vu que quand la voiture jouait quelque chose, il pouvait être là. Et même quand la galère s'est accentuée à la fin, on a parlé du Brésil, on a parlé de plein de choses, eh bien, il y a quand même eu des courses comme Vegas ou Abu Dhabi qui montrent que, en fait, il n'a jamais vraiment lâché et surtout, il n'a jamais rien perdu. Toutes les théories comme quoi il est fini, etc. Voilà, je vais vous le dire vis-à-vis de l'an prochain, moi je n'y adhère pas du tout, puisque jusqu'à la fin d'une année galère, il y a une course comme Abu Dhabi où on se dit « Ah ben non, c'est Hamilton ». Cette saison, elle a été très particulière d'un point de vue mental, d'un point de vue équipe. Très vite, Mercedes n'a aussi plus rien joué, donc forcément, ça change évidemment la donne quand tu t'appelles Hamilton, que tu as gagné 103 Grands Prix, que tu as 7 titres mondiaux. Évidemment, ça change. Mercedes a déçu, et ça forcément, Hamilton, c'est une situation compliquée pour lui. Malgré tout, il faut faire un constat clair de son retard vis-à-vis de Russell. C'est très clair et net, et je l'ai dit, l'écart est beaucoup plus serré qu'il ne l'est au niveau des points au championnat du monde. Aussi, il faut aussi dire qu'il y a eu des beaux ratés cette saison d'Hamilton, comme on en voit peu. Le Qatar, alors oui, il y a la crevaison où il n'est pas chanceux, mais sur le reste, il fait quand même une course bien galère avec 2 grosses erreurs. Il y a les qualifs de Vegas ou du Canada où il se foudroie un petit peu tout seul. Il y a 4 éliminations en Q1, il y a 8 Q3 ratés, il y a Austin, il y a le Brésil. Il y a des choses aussi juste simplement pas catastrophiques, mais moyennes comme Bahreïn, Jeddah, Zandvoort, Bakou. Voilà. Il y a des pics, et c'est pas si mal. Mais il a galéré, quoi. C'est une saison clairement en dessous de ses standards, pour le dire de manière un petit peu plus claire, et il y a un thème qui devient de plus en plus récurrent avec lui, ce sont les qualifications. Si elles rapportaient le même nombre de points que lors des Grands Prix, 25, 18 et 8, 7, 6, etc. pour les qualifs des courses sprint, eh bien on a un Russell qui serait 3e du championnat du monde avec 296 points, quand Lewis lui serait 7e avec 157. 296, 157, voilà, l'écart elle est absolument énorme et toutes les stats dans le domaine de la qualif vont dans le même sens. Il y a clairement une tendance d'Hamilton là-dessus et il faudra vite l'infirmer chez Ferrari parce que là, la voiture peut y jouer pour beaucoup. Voilà, chez les rouges, il y a un bon adversaire en qualif en face. Il ne faudra pas flancher. Donc voilà, je ne suis personnellement pas inquiet pour Hamilton, je vois bien dans les commentaires que le sujet peut diviser, c'est aussi un des plus gros sujets, donc il attise aussi des avis parfois très polarisés. Personnellement, quand je vois plusieurs moments de sa saison, je me dis que c'est avant tout une histoire de contexte. Cependant, il faut le dire, c'est sûrement sa pire année en Formule 1 qui vient de se terminer, et l'an prochain, il a un défi absolument énorme qu'il va falloir surmonter. Voilà, clairement Lewis Hamilton, on va avoir besoin de réponses l'an prochain. L'an prochain justement, mais cette fois-ci du point de vue de Mercedes, aura sûrement l'allure d'une année de transition finalement, puisqu'il va y avoir déjà pour la première fois de son histoire moderne un rookie avec Antonelli qui a seulement 18 ans, qui va passer par une période d'adaptation très claire, très nette et à qui il va falloir laisser du temps parce qu'il va essuyer des plâtres. On peut se rappeler des débuts de Verstappen, il y avait des gros flashs, mais il y avait aussi des grosses erreurs. Donc ça, forcément, c'est pas la faute d'Antonelli qui va devoir apprendre, mais ça va coûter du temps, de l'argent et des points à Mercedes. D'où aussi l'idée de transition aussi vers l'avenir. Mais vu les difficultés fondamentales auxquelles l'équipe se heurte encore, vu l'incompréhension face au concept de la voiture, vu aussi la perspective de 2026 qui se rapproche à grands pas, je pense que de toute façon, Antonelli ou pas, les ambitions et les attentes de Mercedes sur 2025, elles vont être assez modérées. Évidemment, ils vont tenter de faire de leur mieux et toutes les saisons sont toujours liées en Formule 1, mais voilà, ils partent de plus loin, il me semble avoir moins de clés que les autres pour rivaliser. Et surtout, c'est l'équipe qui peut le plus accepter le terme de transition par rapport à Antonelli, par rapport à la voiture, par rapport à 2026. Je m'attends à une saison un peu entre deux. Et ce sera aussi la première saison de Mercedes sans Hamilton depuis 2013. Ça va faire bizarre sur bien des plans. Il va falloir que Russell prenne le relais. Je pense que sur la piste, il sera capable d'aller chercher le maximum de la voiture. Il nous l'a montré cette année. Et avec un peu de chance, s'il est capable de jouer de belles choses, il ramènera peut-être quelques gros résultats. En tout cas, il est pour moi la seule assurance de Mercedes au moment de se tourner vers 2025. Et j'espère qu'il aura des occasions de briller et qu'à terme, Mercedes jouera un jour devant, puisque lui le mérite. Et bien voilà, c'était le bilan de Mercedes, une année franchement dure à lire avec en plus des trompe-l'œil, des résultats plus beaux qu'il n'en a paru à certains moments, je trouve. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet, quelle note vous mettriez à la saison de Mercedes, qu'avez-vous pensé de Russell, d'Hamilton, êtes-vous confiant pour l'avenir, que pensez-vous du choix Antonelli, comment les jugez-vous ?
Mercedes est un petit peu à la croisée des chemins. Je pense que 2025 va justement être le moment de prendre une décision, de choisir un virage dans le carrefour. On verra. En tout cas, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Allez, on continue avec le jeu d'Enzo Ferrari. Hier, la réponse, c'était pour le dernier top 7 de Lance Stroll en qualification. Eh bien, ça date de Vegas 2023. Il n'y en a pas eu un seul depuis, pendant qu'Alonso a été capable d'en faire 11. Voilà, petite stat à nouveau pour parler de notre ami Lance. Et la question du jour pour Mercedes, attention, elle est un peu technique. Si on ne prend que les grands prix qu'il a couru avec Mercedes, et donc on exclut ceux avec McLaren, combien Hamilton serait-il dans la liste des pilotes ayant couru le plus de grands prix? Parce qu'on le sait, Mercedes-Hamilton, c'est la collaboration qui a duré le plus longtemps de tous les temps. Donc si on ne garde que ça, combien serait Hamilton? Allez, bonne chance dans les commentaires, et à demain.